T'es dégoûté par les résultats du CRFPA 2025, tu comprends pas pourquoi t'as pas été admissible et tu sais pas comment faire. Et surtout, tu te poses la question de savoir est-ce que ça vaut vraiment la peine de le retenter l'année prochaine. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'échec au CRFPA. C'est un thème qui est pas facile, mais ça y est, vous avez eu les résultats mercredi. Il y en a beaucoup forcément qui n'ont pas eu le résultat escompté. Et je tiens à rappeler dès le départ, c'est que en fait, le CRFPA, le taux d'admissibilité, il est de 25% au niveau national et que vous êtes forcément plus nombreux à pas le réussir qu'à le réussir. Donc déjà, la première chose peut-être à te dire pour te consoler un petit peu, c'est que tu ne fais pas partie de, par exemple, 2% d'étudiants qui ne réussissent pas un examen. Tu fais partie d'une majorité d'étudiants qui, malheureusement, n'accèdent pas à l'épreuve d'admission au grand oral et à l'épreuve d'anglais, mais en aucun cas, ça fait de toi un mauvais étudiant en droit. Ça, c'est super important. C'est vrai que quand on se prend un échec, notamment au CRFPA, mais que ça peut être le cas dans d'autres évaluations, dans d'autres épreuves, dans d'autres examens, on prend le résultat comme étant la note qu'on reflète à titre personnel, alors que évidemment ça n'a rien à voir puisque vous êtes noté à un instant T sur des évaluations, 4 épreuves, et le résultat peut refléter pas mal de choses. Et à travers cette vidéo, le but c'est qu'on trouve ensemble en fait les clés pour te permettre de repasser l'examen l'année prochaine et surtout de ne pas refaire peut-être les mêmes erreurs. Alors je ne dis pas que tu as fait des erreurs parce que c'est vrai que c'est hyper frustrant quand on a bien bossé, etc. Mais c'est juste le facteur malchance qui a joué. Quand on nous dit tu feras mieux la prochaine fois, parfois vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas fait mieux la deuxième fois, mais juste le résultat a été plus positif parce que sur le moment vous étiez mieux. Le facteur chance était plus de votre côté parce qu'il y a quand même ce facteur chance à prendre en compte dans le cadre d'un examen. Donc en tout cas, si tu fais partie de ces étudiants qui sont convaincus que leur préparation a été exemplaire et qu'ils ne comprennent pas le résultat en tant que tel, et que c'est certain, ça peut être dû en tout cas à tout simplement un échec parce que c'était pas le bon jour, c'était pas le bon moment. Dans ce cas-là, je t'invite à refaire de manière exemplaire ta préparation en suivant toutes les petites choses que tu avais mis en place pour le CRFPA 2025. Pour autant, vous allez être quand même très nombreux à vous rendre compte dans les prochains jours. Je dis pas que c'est forcément tout de suite, mais dans les prochains jours, vous allez certainement vous rendre compte que vous avez peut-être mal fait telle ou telle chose. Ça peut être dû à pas mal de facteurs. Ça, c'est important de bien le souligner. Et ensemble, je te propose qu'on essaye de déterminer qu'est-ce qui a péché et qu'est-ce qui t'a amené finalement à échouer à l'examen, alors qu'en vrai, tu es tout à fait en mesure de réussir, d'entrer à l'école des avocats. Je veux surtout pas que tu te dises « je suis pas fait pour le métier, je suis pas fait pour ça, je suis pas assez bon, je suis mauvais, j'y arriverai jamais, je mérite pas, je n'arriverai jamais à faire mieux ». Parce que toutes ces pensées négatives, même si parfois on n'arrive pas à les contrôler, finalement, elles viennent nous bloquer et elles nous conditionnent. Alors qu'il n'y a aucune raison que ça fonctionne pas si tu arrives à être honnête avec toi-même et que tu arrives à déterminer scrupuleusement tous les facteurs qui ont pu jouer et qui ont pu amener ce résultat. Donc par exemple, ça peut être le choix de l'IEJ. Il y en a beaucoup qui me disent est-ce qu'il faut changer d'IEJ? Alors, il faut bien en fait comprendre pourquoi est-ce qu'on a échoué. Si toutefois tu avais fait le choix d'un IEJ très loin de chez toi et que tu t'es rendu compte que la semaine de l'examen, t'étais vraiment pas bien, malheureux, tu te sentais seul et que ça t'a certainement empêché d'être dans un bon mood pour réussir les épreuves, oui, changer d'IEJ pour aller plus proche de sa famille par exemple, ça pourra peut-être t'aider. Ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que changer un IEJ, c'est replonger dans l'inconnu. Donc là, je vais m'adresser aux étudiants qui, le fait d'avoir été dans un IEJ un peu loin de chez eux et qui ont été perturbés par le fait de la nouveauté, si vous changez d'IEJ, même si vous vous rapprochez de votre famille, attention quand même parce que vous allez à nouveau être dans un nouveau cadre, nouvel IEJ, nouveau bâtiment, nouvelle manière de faire, nouvelle manière de noter. Et tous ces critères-là, quand même, il faudrait pas que ça vienne vous empêcher à nouveau de vous sentir à l'aise. Donc, soyez vigilants. C'est vrai que choisir un IEJ à côté de chez soi, ça nous permet quand même d'aller le visiter, d'aller y travailler aussi pendant l'année afin de se familiariser avec. Donc, je vous invite quand même, si vous changez d'IEJ, vous vous rapprochez de votre de chez vous, de chez vos parents ou autres, c'est d'aller travailler et réviser là-bas au moins 3, 4, 5 fois dans l'année afin de vous familiariser avec les salles,
avec l'environnement parce que ça peut vous rassurer le jour J. Il y a d'autres étudiants encore qui ont fait un choix d'IEJ qui se rendent compte que la notation est trop sévère. Ça peut être le cas, hein. Moi, je pense que les IEJ notent pas tous de la même manière. Donc, il faut quand même être un petit peu stratégique. Je dis pas qu'il faut choisir un IEJ que parce que son taux de réussite est bon, etc. Il faut faire attention quand même. Pour autant, c'est intéressant de savoir si vous pensez avoir été vraiment bâché et que la notation, elle est extrêmement difficile. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant de changer d'IEJ, de se rapprocher vers un IEJ qui a un taux de réussite qui est quand même meilleur. Mais attention, quand on change d'IEJ, on change également le secteur d'affectation de notre école d'avocat. J'en parle dans mon livre, d'ailleurs, je me permets d'en parler donc ici, dans mon manuel qui s'appelle CRFPA, tout savoir sur l'examen. Justement, je vous parle des conséquences, comment on choisit son école d'avocat, dans quelle école d'avocat on est de droit inscrit et comment il faut faire pour s'inscrire dans une autre école d'avocat. Donc toutes ces questions-là, faut quand même pas les mettre de côté. C'est important de le savoir avant de faire son inscription. En parlant d'IEJ, je tiens aussi à souligner que il n'y a pas le feu au lac, ok? On est fin octobre, vous devez vous inscrire à l'IEJ avant le 31 décembre. Donc, vous avez encore beaucoup de temps pour faire votre choix. C'est pour ça que vraiment, j'invite les étudiants à prendre le temps de digérer le fait que, voilà, ils ont eu cet échec. C'est pas facile. Faut prendre le temps de comprendre et puis ensuite, vous ferez votre choix d'IEJ. Mais là, tout de suite, je pense que c'est un peu précipité quand on s'est pris un échec de faire un choix aussi important que celui de l'IEJ. Personnellement, si j'avais échoué au CRFPA, j'aurais pris le temps de m'inscrire à l'IEJ et j'aurais attendu peut-être les résultats d'admission au 1er décembre afin de voir les taux de réussite et de pouvoir prendre vraiment le temps de digérer l'information, de lister un peu tous les points qui m'ont empêché de réussir. Donc encore une fois, voilà, vous avez le temps, vous avez jusqu'au 31 décembre pour faire votre inscription à l'IEJ. Donc prenez ce temps-là, il est nécessaire et il peut vous permettre justement de faire le bon choix pour le CRFPA 2026. Donc voilà, concernant l'IEJ, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y réponds. Ou alors même on peut s'appeler. Moi, j'appelle des étudiants tous les jours, 3-4 fois par jour. Je prends le temps pour discuter avec vous. Vous avez tous des cas particuliers. Donc, moi, j'aime bien discuter avec vous pour pouvoir vraiment vous accompagner et vous aider à vous poser les bonnes questions surtout parce que, encore une fois, c'est vous qui faites votre choix et c'est vous qui devrez l'assumer. Donc, c'est hyper important de respecter votre volonté personnelle. Ensuite, parlons un petit peu de prépa. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui vont se poser la question de savoir est-ce que finalement, il faut que je reprenne une prépa ou pas. C'est vrai que moi, quand j'ai passé le CRFPA, je m'étais un petit peu préparée au fait de potentiellement échouer. Puisque on passe pas le CRFPA en se disant je vais l'avoir, c'est sûr. C'est presque impossible parce que il y a toujours l'aléa. Comme je vous parlais de la chance tout à l'heure, c'est l'aléa d'un examen. On peut pas vraiment savoir si on va réussir, même quand on a l'impression d'avoir bien réussi. Ça reste un examen et c'est toujours compliqué de déterminer tout ça. Choisir une prépa, c'est un choix qui est extrêmement personnel et ça dépend vraiment de vous. Donc plusieurs possibilités. Soit vous avez été satisfait de votre prépa et vous vous dites pas que votre prépa elle vous a empêché de bien vous préparer. Si vous êtes satisfait de votre prépa, je vous invite à reprendre une prépa. Je pense qu'une prépa, c'est quand même important dans le cadre du CRFPA. Même si vous vous êtes déjà entraîné pendant une année, cette année, c'est quand même important de continuer ces entraînements, d'être corrigé, d'avoir des corrections détaillées, d'avoir accès à l'information, d'avoir accès à la critique de correcteurs, de pouvoir échanger avec eux. Donc, à ce titre, moi, j'aurais repris ma prépa. Donc, j'avais choisi la prépa Dalloz à l'époque. Si j'avais échoué à l'examen, je n'aurais pas pensé que c'était dû à la prépa. Je me serais peut-être dit plutôt que c'était un manque d'apprentissage du cours, peut-être, puisque j'ai beaucoup axé mes révisions autour des entraînements. Je me serais peut-être dit, c'est ma faute, j'aurais peut-être dû prendre plus le temps d'apprendre le cours, mais j'aurais pas eu le sentiment d'avoir été pas suffisamment entraînée et préparée par la prépa. Donc, personnellement, j'aurais gardé ma prépa. Encore une fois, c'est un choix qui reste personnel. C'est important de se poser la question. Après, il y a des étudiants qui m'écrivent et qui me disent « Mes résultats sont vraiment trop différents par rapport aux résultats de la prépa. La prépa, elle me surnotait. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez décevant. Donc, soyez encore une fois bien honnête avec vous-même. Est-ce que quand vous faisiez l'examen avec votre prépa, vous étiez vraiment en condition d'examen? Ça, c'est super important avant de dire « Ma prépa me surnote ». Est-ce que concrètement, vous étiez à un bureau, seul, avec le chrono, uniquement une copie et votre code, et que quand le timing, il sonnait, je lâchais mon stylo, je rendais ma copie, j'avais 16, et au CRFPA, j'ai eu 7. Bon, s'il y a quelque chose dans ce goût-là,
effectivement, on pourrait penser que votre prépa, elle vous a peut-être un petit peu surnoté, mais encore une fois, ça dépend les sujets, ça dépend tellement de facteurs. Moi, je vous invite, et j'en parle énormément dans mon livre là, comment est-ce que j'ai préparé, comment j'ai révisé, comment je me suis conditionnée à l'examen. On ne lit pas un cours et après on fait l'examen. Parce qu'en fait, ça va être forcément, ça va dénaturer votre manière de faire. Vous allez connaître les réponses et vous allez être forcément vachement plus alerte dans votre cas pratique quand vous allez le lire. Alors que le jour J, vous pouvez tomber sur une notion que vous avez révisée 4 semaines, 6 semaines en arrière et ça fausse votre lecture du cas. Donc, soyez quand même très vigilants afin de vraiment déterminer ce qui a pu vous empêcher de réussir. Donc, le choix de la prépa, c'est important. Moi, voilà, j'ai été très satisfaite de la prépa Dalloz. J'ai trouvé, voilà, que cette humanité, comment dire, ce lien privilégié qu'on a avec les correcteurs, le fait que les corrections soient quand même très détaillées, qu'on ait beaucoup d'informations. Moi, je me souviens quand je rendais une copie, que j'ai 14 ou 8, j'avais beaucoup de commentaires du professeur et tout ça, ça m'a vraiment aidé à justement affronter chaque épreuve, comprendre ce qui pêchait et mes points faibles et mes points forts. Et en tout cas, je suis assez convaincue pour ma part que ça m'a aidée dans le cadre de ma préparation au CRFPA. Il y en a d'autres qui vont me dire que ils ont été tellement bâchés pendant toute leur préparation par leur prépa qu'ils sont arrivés le jour J en étant complètement déboussolés, de pas forcément savoir si ils sont dans un piège ou est-ce qu'il n'y a pas de piège. Ils étaient un petit peu stressés à la lecture du sujet, qui connaissaient pas forcément leur niveau. Encore une fois, le choix de la prépa, c'est très personnel. Faut que ça soit adapté à vos besoins, à votre personnalité. Moi, c'est vrai que j'avais vraiment pas envie de me faire bâcher pendant 3, 4, 5 mois de préparation. J'avais envie d'être notée juste et bien. Pour moi, c'était très, très, très important d'être jugée à ma juste valeur. Et voilà, pour moi, ça a vraiment fonctionné. J'ai eu 10,5 de moyenne générale avec la prépa Dalloz et le jour J, j'ai eu 10,5. Donc, on peut pas faire plus juste. Pour ma part, ça a fonctionné. Donc, il faut vraiment vous poser la question de vos besoins et qu'est-ce qui a empêché votre réussite. Ça, c'est vraiment une question à se poser. Ça prend du temps. Vous pouvez pas forcément